Je suis contente de vous pouvoir accueillir à cette dernière séance avant l'été, consacrée cette fois-ci à l'exposition du livre. Alors, on sait tous, support par excellence des savoirs littéraires, mais continue-t-il à occuper une place de choix dans les expositions littéraires? Question qui va nous occuper aujourd'hui. Et dans ce cadre de ce séminaire, nous avons réuni pour vous un panel à 3 cette fois-ci, chacun et chacune apportant donc une perspective unique sur le sujet d'aujourd'hui. Pour vous donner une idée du déroulement de la séance, je vais brièvement y introduire nos 3 intervenants d'aujourd'hui, après quoi je les inviterai à nous joindre à cette table ronde. Une discussion à 3 voix donc, modérée par Marcella. Et en fin de la séance, on a quand même prévu un peu de temps pour revenir sur la programmation des séances prévues encore pour patrimonialité, ainsi qu'un petit temps de discussion autour des axes potentiels des séminaires. Alors, permettez-moi donc de vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Marcella Simiorska, responsable de la médiation et actuellement co-directrice ad interim à la Witockiana. Pour ceux et celles qui ne connaîtront pas, c'est le musée des arts du livre et de la reliure à Bruxelles. Après avoir achevé sa thèse sur les albums de la Pléiade à la KU Leuven et Sorbonne Université, elle a notamment travaillé sur les portraits de pays dans la Guilde du Livre à l'Université de Lausanne et ensuite sur le maniement d'images concrètes par les écrivains d'avant-garde à l'UCL Louvain dans le cadre du projet ERC Handling. Elle s'intéresse plus largement aux interactions entre texte et images dans la construction de l'image d'auteur, au processus de patrimonialisation de la littérature et ensuite aux relations entre littérature et publicité, et plus particulièrement la publicité éditoriale. Ensuite, nous avons le privilège d'avoir parmi nous Pierre Clouet, chargé des expositions à l'IMEC, donc l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Après avoir suivi un cursus universitaire à l'Université de Caen, avec un master en texte, culture et représentation, il s'est rapproché de l'IMEC en 2004 pour y engager un travail sur les archives de Chris Marker en tant que chercheur associé sur le fond. Ensuite, il a intégré l'équipe des expositions. Si je me rappelle bien, c'était pour la première fois avec une exposition sur Christian d'Autremont, dont les fonds se situaient à l'époque à l'IMEC et non pas aux AML, pour ceux et celles qui ont été présents la dernière séance. Et depuis plus de 12 ans, il accompagne l'évolution de ce service pour l'organisation de nombreuses expositions, tant sur site qu'extramuros. Actuellement, à l'IMEC se tient une exposition par Georges Didier Berman intitulée « Table de montage ». Et à l'Institut du monde arabe, vous pouvez aller voir les valises de Jean Genet dans le cadre d'une exposition « Ce que la Palestine apporte au monde ». Et enfin, nous sommes enchantés de compter Christophe Imperiali parmi notre panel. Christophe est professeur à l'Université de Neuchâtel depuis 2019, où il occupe la chaire de littérature française du XIXe siècle. Il a publié 2 ouvrages relatifs au mythe de Perceval dans la culture européenne, publiés chez Classique Garnier et Champion. Et en 2019 également, il a publié une anthologie de textes critiques d'Henri de Régnier. Alors, ses recherches l'ont ensuite porté à se spécialiser dans le domaine de la poésie, notamment dans les rapports qu'elle entretient avec la musique. Il a également été collaborateur scientifique auprès de la Fondation Martin Baudemer, qui se situe à Genève, affecté au suivi des expositions. Ayant également beaucoup travaillé sur Wagner, il a publié notamment sous le titre Wagner, l'art et la pensée, le catalogue d'une exposition dont il a été le commissaire, qui a eu lieu donc en 2013. Donc, merci déjà à nos intervenants qui nous promettent une table ronde captivante. Après quelques discussions entre les 3 intervenants, Marcella, je pense que tu nous signaleras ou tu donneras l'occasion au public de poser quelques questions également. Voilà, Marcella.
je te cède la parole. Merci Camille et merci aux deux intervenants présents aujourd'hui. Donc Camille vous a présenté juste là à l'instant, mais j'aimerais quand même ouvrir cette discussion en vous demandant peut-être de présenter votre rôle au sein des institutions que vous représenterez aujourd'hui. Et puis aussi, alors nous connaissons bien sûr l'IMEC et la Fondation Bodmer, mais peut-être les présenter sous l'angle de que cherche-t-on à y montrer quand on monte des expositions et quel est votre rôle dans la réalisation de ces missions, peut-être en allant alphabétiquement, en commençant par Pierre et puis après à vous Christophe, si ça vous convient. Eh bien, écoutez, oui, donc je suis chargé des expositions moi, ici à l'IMEC. Est-ce que je dois rappeler rapidement un peu ce qu'on y fait à l'IMEC en 3 minutes? C'est possible? Ça vaut toujours la peine. Je fais un petit temps là-dessus. C'est donc une association l'IMEC créée en 88, donc il y a 35 ans, à l'initiative de chercheurs et de professionnels de l'édition pour rassembler des fonds d'archives, d'études consacrés aux principales maisons d'édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre et de l'écrit du XXe siècle. Donc il y a les éditeurs, les écrivains, les historiens, les journalistes, les directeurs littéraires, enfin, beaucoup de fonds. Il y en a plus de 700 ici à l'abbaye d'Ardenne, à Caen, en Normandie, et nous avons aussi des bureaux parisiens situés pas loin d'Odéon. Ces archives, elles sont accessibles aux chercheurs qui ont motivé leur recherche, bien sûr, pour les consulter dans l'abbatiale. Et l'IMEC est aussi labellisé Centre culturel de rencontre. Et dans ce cadre, on propose toute une programmation qui permet la valorisation des fonds pour un plus large public. Donc, ce sont des soirées, des colloques, des séminaires, des résidences, toutes les médiations autour du jeune public, des éditions et des expositions. Depuis 7 ans maintenant, nous disposons d'une salle d'exposition qui répond aux normes muséales de sécurité, d'hygrométrie et de température. Et c'est dans cette salle, on va dire, qu'on y déploie nos collections dans au moins deux expositions par an sur le site. Tout à l'heure, vous le disiez, Camille, c'est vrai qu'on fait beaucoup aussi d'autres partenariats à l'extérieur. Et donc, cette volonté principale, mais vous l'avez dit, Marcella, c'est de montrer qu'est-ce qu'on veut faire. Ce n'est pas un petit programme, hein, mais qu'est-ce qu'on essaye d'y faire. C'est, si on le résume de façon très courte comme ça, puis on en reparlera après, mais c'est montrer ce qu'est l'écriture, comment elle s'élabore, comment elle se déploie, elle se pense, s'organise dans des carnets, dans des feuillets, et puis aussi à la fin, comme on dit à chaque fois, il y a un livre. Mais au-delà du livre, il y a encore plein d'autres choses après. Donc voilà ce qu'on y fait pour résumer, puis après on en parlera plus en détail. Merci. À vous, Christophe. Ah, on ne vous entend pas. Je crois que votre micro est coupé. Vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi, qui m'avait cloué le bec, mais mon micro était coupé. Pourtant, il y a d'autres choses à dire, mais quoi, c'est un peu la question. Parce qu'effectivement, en m'entendant présenter par Camille, que je remercie pour ça, je me disais, mais tout le monde se demande ce que je peux faire là. Oui, a priori, mes domaines de recherche ne s'orientent guère vers l'histoire du livre, vers les expositions littéraires. Mais c'est vrai que j'ai aussi une petite expérience dans le domaine. Donc oui, d'une part, parce que j'ai été commissaire d'une exposition à la Fondation Martin Bodmer, et puis parce que cette entreprise-là m'a permis de nouer des liens avec la Fondation, qui m'a ensuite permis de travailler pendant quelques années comme collaborateur scientifique et donc d'être aux manettes pour certains aspects pratiques et scientifiques à la fois de la mise en place d'expositions. Donc j'étais vraiment chargé d'accompagner les commissaires externes pour les expositions, aussi bien pour le choix des pièces, les prêts, la disposition d'ensemble des vitrines, avec bien sûr l'aide de scénographes attitrés, et puis également pour le catalogue. Donc là, j'ai vraiment pu voir un peu tous les aspects de la manière dont on gérait cette question-là. Et puis par ailleurs, une autre chose que je n'avais pas transmise à Camille, donc elle n'a pas dit, c'est que j'ai aussi collaboré avec la Fondation dans le cadre d'un projet universitaire hébergé par l'Université de Genève, qui est le projet du Bodmer Lab, qui est un projet de numérisation intensive mais raisonnée d'un certain nombre de fonds identifiés comme des pôles d'intérêt de la collection Martin Bodmer. Et dans ce cadre-là, je me suis occupé d'un fonds autour du Faust de Goethe. Et voilà, ça paraît fort modeste, mais Martin Bodmer, dont je vais dire un mot tout de suite, était particulièrement fasciné par ce texte de Goethe et il a collectionné toutes les versions qu'il en trouvait. Il y a à peu près 600 Faust de Goethe dans sa collection, à peu près la moitié en allemand,
de tout format, de toutes époques, avec illustrations, avec appareils scientifiques, enfin, vraiment tout ce qu'il a pu trouver. Et puis à peu près 300 dans toutes les autres langues possibles et imaginables. Il y en a 83 volumes français, à peu près ça aussi en anglais, et puis des traductions en ourdou, en espéranto, enfin, toutes les langues du monde entier. Donc là, ça m'a évidemment permis d'aborder ce rapport au livre et à la présentation de certains aspects de ce que le livre peut nous révéler sous différents angles, à partir de mon expérience autour de Bodmer. Donc, en 3 mots, la Fondation Martin Bodmer, c'est une fondation qui a été établie sur la base de la collection particulière de ce collectionneur Martin Bodmer, qui, rapidement, dans sa jeunesse, s'est passionné pour toutes les traces d'écriture, et en particulier, bien sûr, pour le livre, qui est la forme la plus culturellement répandue de cette fixation par écrit, mais il y a toute une série d'éléments qui sont antérieurs. Il y a symptomatiquement dans le hall d'entrée un fossile, je ne saurais exactement vous rappeler la date de publication, mais qui atteste symboliquement l'idée d'une fixation d'un état du monde et quelque chose qui permet à cet état d'être transmis de génération en génération. Et donc, à partir de cette image, on entre dans cette collection de l'écrit avec des pièces très anciennes qui peuvent être soit même sur des supports de pierre ou des supports d'argile, soit sur des papyrus, et ensuite évidemment avec toute une série de manuscrits médiévaux et à partir de l'invention de l'imprimerie, une belle collection d'incunables, et puis ensuite toute une collection importante d'ouvrages de tout premier intérêt, et également de manuscrits d'auteurs importants. Donc une collection tout à fait fascinante, à peu près 150 000 pièces, réunis autour de quelques critères, notamment quelques axes culturels, notamment les grandes figures majeures de la culture que sont Homère, la Bible, Dante, Shakespeare et Goethe, qui sont un peu les grands piliers pour lui de sa conception d'une Weltliteratur, d'une littérature mondiale. Et donc, sur la base de cette collection, a été constituée une fondation dont la vocation est double. Disons, il y a d'une part une bibliothèque et d'autre part un musée. La bibliothèque a été réputée pendant quelques années inaccessible, et on a des anecdotes de chercheurs qui venaient des États-Unis et qui n'avaient pas les bonnes autorisations, qui se faisaient refouler à la porte et qui ne pouvaient pas accéder aux fameux documents qu'ils voulaient absolument voir. Ce n'est plus comme ça. Maintenant, les conditions d'accès sont facilitées. Le catalogage est une affaire complexe, mais qui est en cours. Donc ça, c'est l'aspect plutôt recherche et bibliothèque. Et puis, il y a les expositions avec une exposition permanente qui varie les X années, qui va être renouvelée dans 2 ans après une fermeture de 2 ans pour travaux. Et puis, c'est ça qui va nous intéresser plutôt, c'est les expositions temporaires, où là, il s'agit toujours de partir d'un élément de la collection ou de quelques éléments de la collection et de les mettre en dialogue avec toute une série d'autres objets qu'on emprunte à droite et à gauche, par exemple à l'IMEC, pour prendre un exemple au hasard, pour constituer un ensemble qui ne soit pas simplement une façon de mettre en valeur une partie du fond de la collection Bodmer, mais qui soit une façon de permettre au public d'accéder à quelque chose qui fait partie de cette histoire, de ce que le livre nous raconte de manière très générale. Merci. On voit aussi que vos institutions, après celles des collections assez différentes, et montrent des choses assez différentes. Donc, j'aimerais peut-être vous poser d'abord une question très générale, qui est celle, quels sont, selon vous, les principaux enjeux qui se posent quand on expose des livres, et les principaux défis aussi, en sachant que, par exemple, à l'IMEC, vous l'avez dit, Pierre, vous montrez comment la littérature se pense, mais il n'y a pas toujours juste le livre au bout de ce processus. Et puis, de l'autre côté, nous avons une institution qui est partie d'une collection de bibliophiles, enfin de l'histoire aussi des supports de l'écriture. Donc, voilà, ma question porte aussi bien sur les livres imprimés, disons, finis, que sur l'objet livre au sens plus large, donc des carnets ou des livres de notes, des livres peut-être uniques, justement. Quels sont les principaux défis qui se sont posés à vous dans le cadre d'élaboration d'expositions? Allez-y, Christophe. Alors, bon, merci. Moi, j'avoue que je peux presque parler à partir de mon itinéraire personnel. C'est-à-dire que quand on m'a proposé de monter une exposition à la Fondation Bodmer, ma première réaction, ça a été exposer des livres dans des vitrines bigres.
C'est un défi, oui, c'est un défi, c'est pas évident. Moi, personnellement, j'ai pas forcément spontanément une attirance pour le livre en tant qu'objet, et je me disais, mais comment faire pour... J'ai plus fréquenté, disons, dans ma jeunesse, des expositions de peinture ou d'art en général, plutôt que des expositions de livres. C'est vrai que c'est un défi, et voilà, la question est peut-être pour d'emblée, il me semble que la première grande dichotomie qui se pose, c'est comment considérer l'objet livre. Il y a d'une part l'objet en tant que tel, et puis d'autre part le support d'un contenu. Quand on aborde le livre en tant que support d'un contenu, il est évident qu'on doit le considérer comme un truchement vers quelque chose qu'il ne peut pas révéler autrement que par la lecture, autrement dit qu'une exposition en vitrine met à distance. Donc exposer un livre en vitrine pour accéder à son contenu, c'est une gageure qu'on est obligé de relever parce que bien souvent, les livres ne sont pas intéressants que en tant qu'objet, mais aussi en tant que porteur d'un contenu. Donc ça, c'est le pôle qui est sans doute qui représente sans doute le plus grand défi pour l'exposition du livre. Mais il y a aussi heureusement l'autre pôle, le livre en tant qu'objet. Et là, quand on est plongé dans un fond comme celui de la collection Bodmer, on voit bien qu'énormément de livres ont un attrait considérable en tant que bel objet d'abord, parce qu'il y a des livres qui sont très spectaculaires. Une des parties de l'exposition permanente en ce moment s'appelle Géants et nains. On expose des livres qui font quelques millimètres et d'autres qu'il faut se mettre à 3 pour porter. Donc là, évidemment qu'il y a quelque chose de spectaculaire dans l'objet lui-même. Évidemment qu'il y a des éditions prestigieuses, richement illustrées, des livres dont la reliure elle-même est très spectaculaire ou qui sont très anciens. Donc bien sûr, l'objet livre a son intérêt et son attrait indépendamment même de son contenu. Mais il y a, me semble-t-il, toute une balance à faire et sans doute un équilibre à trouver aussi dans une exposition entre ces objets qui sont frappants par eux-mêmes et ceux qui véhiculent un contenu et donc il faut en quelque sorte se faire les porte-paroles pour les aider à raconter ce qu'ils ont à raconter sous la forme qu'on peut leur donner dans une vitrine, c'est-à-dire ouvert à 2 pages qu'on entrevoit vaguement et qui ne nous donne qu'un accès très limité. Alors, on pourra évoquer tout à l'heure les différentes ruses qu'on peut avoir pour essayer justement de faire parler ces livres dans les vitrines, mais il me semble que c'est peut-être une première dichotomie que je voulais poser, puis je peux repasser la balle à Pierre. Moi, je voudrais dire que, pour suivre ce que vous dites, nous, on en a parlé, Marcella, mais c'est vrai qu'on a cette difficulté, si on parle du livre, et ensuite aussi de ce qui entoure le livre, c'est-à-dire que les archives, les carnets, ce qui élabore le livre, ce qu'on va amener au livre, puisqu'on essaie de montrer l'écriture, comment elle se déroule, mais si on n'en est que au livre, la difficulté de poser un livre comme ça, c'est le bel objet, effectivement, c'est un bel objet. Donc quand on est à la Fondation Bodmer, il n'y a que des beaux objets à exposer, et on en a exposé d'ailleurs sur l'exposition l'année dernière, singulier. Mais on doit accompagner ça d'une histoire, on doit raconter quelque chose. Donc depuis maintenant cette année, on a essayé, avec en réalité cette nouvelle salle qu'on a eue, d'élaborer une nouvelle, on va dire, collection. Il y a des livres qui paraissent en même temps que nos expositions, qui accompagnent l'exposition, la collection s'appelle Le Lieu de l'Archive. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans ces expositions qui sont temporaires. C'est-à-dire, on a donné carte blanche. En réalité, ce n'est pas tout à fait une carte blanche parce que ce sont des archives privées, donc on est obligé de faire avec. Mais c'est une carte blanche à un commissaire, qu'il soit poète, écrivain, en tout cas penseur de l'écrit, d'affronter les 700 fonds d'archives qu'on a ici. Alors évidemment, on va chercher un commissaire pour aussi ce qu'on sait qu'il peut apporter à notre collection, ce qui va pouvoir sortir de notre collection. On a demandé à Gilles Tiberghien, ou à Jean-Christophe Bailly, ou à Jean-Michel Bérola, à Valérie Mwegen, de parcourir ces 700 fonds-là et d'en sortir des choses. Et de ce qu'ils en ont sorti, évidemment, il y a des livres. À la fin, on sort un livre, on peut sortir des livres. Mais on sort un livre par rapport à une histoire, pas par rapport à une histoire dans cette idée des expositions qu'on présente. Comme on fait moins aujourd'hui d'expositions documentaires comme on a pu faire par le passé, c'est-à-dire on a un objet, les archives de la vie littéraire sous l'occupation, on va sortir des livres en fonction de ça. Mais là, cette fois-ci, c'est un commissaire qui va avoir une approche différente et on va raconter une histoire différente sur ce livre. Donc l'objet en tant que tel, il est présenté dans une histoire un peu plus globale parce que c'est sûr que quand on n'a pas une collection, nous, on n'a pas forcément une collection d'objets livres significative en termes de, comme on peut l'avoir la Fondation Bodmer. On a, par exemple, on a la bibliothèque historique Hachette. Donc là, on a
des beaux livres. On a des beaux livres et on les a sortis d'ailleurs avec l'exposition de Gilles Kiberguin sur les récits du monde. Donc là, on sortait aussi l'objet. Et on les a sortis par exemple dans une bibliothèque parce que, comme vous le dites, Christophe, on ne peut pas les ouvrir. On peut les ouvrir, mais quand on va les ouvrir, on va choisir une page spécifique à indiquer aux visiteurs. Donc quand on fait ça, on dit c'est cette page-là qui est intéressante. On veut vous la montrer, mais en réalité, derrière, il y a bien sûr plein d'autres choses. Donc, on s'est, on va dire, peut-être amusé à sortir les belles pièces de cette collection, de notre collection en beaux livres, et on les a mis dans une bibliothèque où on ne pouvait évidemment pas les toucher, mais on voyait les gens regarder, et on racontait une histoire avec les titres, par exemple. Ça nous a amusé de faire ça. Et on se disait que les gens allaient voir ça, et si on a vraiment envie d'ouvrir le plexiglas qui recouvrait pour aller sortir les livres. Donc, on sort des livres, mais dans le cadre d'une histoire qu'on va raconter et que le commissaire va raconter. Voilà, nous, ça va être un peu ça. Sinon, on va sortir un livre, mais en évitant aussi la génétique de l'écriture ou du livre. C'est-à-dire qu'on ne va pas montrer l'état numéro 1, version 1 en feuillet sur un carnet de notes, et la version 2 jusqu'à la version 4 dactylographiée à noter pour en finir avec le livre. On essaye, c'est vrai, autant que faire se peut, de montrer cette évolution-là. Ça pourrait intégrer une exposition permanente, par exemple. On montrait le travail d'écriture, mais dans une exposition temporaire, on peut essayer de faire cet exercice-là, mais on essaie de le montrer d'un niveau au-dessus, en racontant une autre histoire. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites sur des choses qu'on pourrait montrer dans une exposition permanente versus exposition temporaire. Et je me pose aussi la question par rapport à la Fondation Bodmer. Donc maintenant, il n'y aura plus d'exposition permanente pour un petit moment. Mais est-ce que, Christophe, vous avez fait face à ce type de cas où, par exemple, un même livre aurait été montré dans l'exposition permanente? J'imagine que l'exposition permanente tournait aussi pour des questions de conservation ou j'imagine qu'on ne peut pas laisser un livre trop longtemps dans une vitrine de toute façon. Est-ce qu'il y a des livres comme ça qui ont voyagé de l'exposition permanente vers une exposition temporaire, et est-ce qu'il y a eu des manières de les présenter qui auraient été différentes dans les deux cas, par exemple? Absolument, tout à fait. C'est vrai que justement, on a évoqué tous les deux l'expression raconter quelque chose, raconter une histoire. Je pense que dans une exposition permanente, l'histoire qu'on essaie de raconter, c'est à peu près l'histoire de l'institution et l'histoire d'un fonds et d'une collection, avec une mise en valeur de ces pièces maîtresses. Alors bien sûr, on peut là-dedans découper des sous-histoires, mais l'axe thématique est beaucoup moins prégnant que dans une exposition temporaire, où là, il s'agit vraiment d'utiliser une partie de ce fond et d'autres éléments pour raconter quelque chose d'autre. Alors oui, par exemple, on pourrait évoquer l'exposition Singulier, qui chez nous s'appelait Unique, mais c'est la même, où là, l'idée c'était vraiment de partir de pièces qui avaient cette spécificité d'être uniques, alors qui étaient parfois des cahiers, qui étaient parfois des ouvrages imprimés, mais qui avaient quelque chose qui les rendait tout à fait uniques. Et là, pour le coup, c'est un petit peu entre les deux catégories que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas des objets qui sont prestigieux en soi, mais le fait qu'une main, que ce soit celle de l'auteur ou une autre main autorisée, ait ajouté un certain élément, en fait quelque chose d'unique, et donc amène un certain type de regard sur cet objet. Donc là, c'est ce type d'approche de l'objet qui réunissait ces différentes pièces. Mais je peux évoquer par exemple l'exposition suivante qui était intitulée Guerre et paix. Il s'agissait de raconter l'histoire de la guerre et de la peste. C'est une assez grande histoire qui remonte assez loin, malheureusement. Bon. Et donc, évidemment, là-dedans, c'est les axes thématiques qui étaient prédominants. Et là, oui, on a eu effectivement des objets, des éléments qui étaient dans l'exposition permanente en tant que première édition d'une œuvre importante qui, tout à coup, se sont trouvés associés à ce récit autour de la guerre et de la paix, et soit ont été déplacés d'une vitrine à l'autre, soit dans cette exposition, en l'occurrence, on a mis des pastilles qui renvoyaient à certaines pièces de l'exposition permanente pour les intégrer d'une certaine manière au récit de l'exposition temporaire. Donc oui, le regard, effectivement, est clairement différent à partir du même objet. Et en termes scénographiques, est-ce qu'il y a eu des manières de montrer physique, je veux dire, des livres qui auraient changé? Alors, pas dans mon expérience. Là, c'était soit, effectivement, ils étaient intégrés dans l'exposition temporaire et puis remplacés dans leur vitrine de la permanente, sans commentaire particulier, soit, effectivement, il y avait une sorte de fléchage qui permettait de faire un aller-retour, mais ils restaient dans leur environnement de départ et on pouvait à ce moment-là
superposer les deux histoires d'une certaine manière, si on avait les éléments nécessaires pour comprendre l'enjeu double de cet objet dans les deux cadres. D'accord, merci beaucoup. Et vous avez évoqué justement cette exposition unique et puis singulier, donc peut-être revenons là-dessus, puisqu'il s'agit de concepts assez similaires avec certaines pièces qu'on retrouvait aussi dans les deux expositions. Est-ce que vous pourriez, peut-être dans l'ordre chronologique, me parler de comment cette exposition s'est construite, quelle était l'idée qui a présidé à cette exposition, et puis après, quelle était aussi l'idée derrière cette initiative de reprendre l'exposition d'une autre façon à l'IMEC? Voilà, et peut-être quels étaient les échanges aussi entre les institutions. Alors là, je dois commencer logiquement, pas pour des questions alphabétiques, mais pour des questions de jeunesse de l'exposition. Au départ, c'était une collaboration entre la Fondation Martin Bodmer et le MAMCO, le Musée d'art moderne et contemporain de Genève, avec Thierry Davila, qui est employé du MAMCO et qui du coup avait immédiatement le statut de celui qui allait réunir les pièces pour proposer quelque chose qui permettait de faire dialoguer les deux institutions. Et donc Thierry Davila a d'abord pensé à un titre qu'on a abandonné par la suite, mais qui est resté assez longtemps un petit peu dans les archives administratives, c'est Inimprimé. C'était Inimprimé, donc voilà. Et ensuite, justement, par rapport au fonds Bodmer, où il y a beaucoup d'éléments qui sont imprimés, mais justement qui peut-être ne sont pas qu'imprimés, ou quelque chose a été ajouté à l'imprimé, etc., il a semblé que peut-être l'adjectif unique, je ne sais pas si c'est vraiment resté un adjectif, que le titre unique était préférable, et donc il y a eu cette unique avec S à la fin qui a été le titre qu'il a retenu pour cette exposition. Et donc là, il y avait effectivement tout un versant qui a consisté à aller regarder dans la collection Bodmer ce qui pouvait correspondre à cette perspective de montrer des objets qui ne sont pas des livres aboutis, mais qui ressemblent à des livres par leur format, mais qui sont des livres en élaboration ou des livres en chantier ou quelque chose qui s'apparente au livre, mais qui reste foncièrement unique. Alors il y a d'un côté, dans les fonds de Bodmer, certains ouvrages, par exemple des livres en devenir ou des livres en transformation. On avait évoqué, Marcella, dans notre discussion, un ouvrage très fascinant de Schopenhauer, qui était un des clous de cette exposition au niveau de ce que la Fondation Bodmer avait à proposer. Schopenhauer a édité à 3 reprises son ouvrage majeur, Le monde comme volonté et comme représentation. La première édition date de 1819, et il s'est fait imprimer un exemplaire unique, pour le coup, avec des pages blanches intercalées entre les pages imprimées. Et sur ces pages blanches, il a noté, si bien qu'en 1844, un quart de siècle plus tard, pour la 2e édition, il a repris toutes ces notes et il a étendu très considérablement l'ouvrage, qui a gardé la même structure, mais qui a grossi énormément. Et de cette 2e édition, il a fait refaire de même une version unique avec des feuillets blancs intercalés qu'il a à nouveau annoté jusqu'à la 3e édition qui a subi le même sort. Donc on a une extension exponentielle d'une même structure qui reste finalement en 4 parties, mais qui s'étend sur des volumes de plus en plus considérables. Et à la Fondation Bodmer, on a la chance, je peux même vous en montrer 2 images si vous le souhaitez en partage d'écran. On a la chance d'avoir ces trois successions de volumes annotés de la main de Schopenhauer pour une édition ultérieure. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous montre quelque chose, si je peux le faire d'abord. Bien sûr. Marcella, si vous voulez, je vous avais envoyé parce que bizarrement, Schopenhauer nous a beaucoup intéressés aussi. On a eu la chance que la Fondation Bodmer nous le prête. Vous pouvez l'avoir avec Expo Singulier 2, si vous voulez, dans les photos que je vous ai envoyées, s'il y avait besoin. Alors, est-ce que là, vous voyez le partage? On voit carnet de visite, ouais. Carnet de visite. Alors ça, c'est pas normal. Bon, c'est le carnet de visite. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Non. Non. Alors, je vais recommencer le partage. Ah, voilà. Ça devrait fonctionner. Ah oui. Non, c'est l'autre photo, voilà. L'autre photographie, le 2. Alors, voilà. Voilà, c'est sûr. Là, ah oui, voilà. Ah ben voilà, parfait. C'est lui. Est-ce que vous le voyez en plein écran? Oui. Parfait. Oui, donc voici le Schopenhauer, effectivement. On dira ce qu'on voudra, mais quel cochon quand même.
Il y a une certaine rage dans sa façon d'écrire. Et en ce qui concerne l'IMEC, alors puisque c'est plusieurs années plus tard que l'exposition Singulier a eu lieu, est-ce que Pierre, vous pourriez nous parler un peu de la jeunesse de ce projet à l'IMEC? Tout à fait. Alors, c'était un projet qui était un peu différent justement des cartes blanches dont je vous parlais, puisque c'est Thierry Davila qui nous a proposé cette exposition, de refaire cette exposition qu'on a appelée Singulier avec un S, parce que le titre unique avait déjà été pris. C'était un très bon titre, mais il avait déjà été pris. Donc, on a essayé de faire aussi notre unique à nous avec un S, mais c'est Singulier avec un S, donc. Et Thierry Davila donc, a proposé cette exposition et avec la volonté de faire la même chose finalement que ce qui avait été fait à la Fondation Bonne Mère, mais en plongeant dans les archives de l'IMEC. Et ce qui nous a intéressé, nous, c'est de pouvoir évidemment confronter ces différents lieux. Il y avait la Fondation Bonne Mère, puis il y avait aussi beaucoup de prêteurs. Je pense, Christophe aussi, vous aviez eu beaucoup de prêteurs à la Fondation pour cette exposition unique. Donc, on a aussi repris contact avec ces prêteurs, d'autres, mais aussi ceux qui avaient été présentés. Et pour confronter cette collection avec notre collection des archives, vous l'avez dit, Marcella, je crois, sauf erreur de ma part, que c'était des carnets de la Coulabarre qui avaient été empruntés pour l'exposition unique. Et donc, on est reparti, Thierry Davila souhaitait aussi repartir de la Coulabarre ici à l'IMEC pour refaire un peu la même chose, avec nos contraintes aussi, notre lieu, et puis nos réflexions sur l'objet, parce que tout d'un coup, il y avait avec Schopenhauer, c'était Goethe, Laurent Stern, des images comme ça, des auteurs comme ça, on les confrontait avec notre collection qui était beaucoup plus contemporaine. Et avec aussi notre façon de présenter les livres, ou en tout cas, pas des livres, enfin les livres qui ne sont pas aboutis. Donc, on a essayé de travailler ça. Et Marcella, si vous voulez montrer cette autre photo, l'expo, voilà celle-ci, où on voit à peu près, on a Newton en face de nous, on a juste derrière Schopenhauer, et puis les carnets de la Marthe à droite, les carnets de Claude Rousseau à gauche, et au fond, c'est Talleyrand. Donc, on a essayé, donc il y en a certains de nos collections, d'autres qui ne le sont pas, mais on voit même par la présentation le contemporain. Là, ça nous intéressait de voir un peu le contemporain et ce qui ne l'est pas du tout. Parce que nous, on essaie toujours d'ouvrir à plat nos cahiers, nos carnets, nos livres, toujours à plat. Et évidemment, ce n'est pas possible de le faire avec les livres des plus anciens, en tout cas de la Fondation Bonne Mère. Et on a réfléchi, et je sais, pour l'anecdote, qu'on a peut-être raté une chose, c'est qu'on ne s'est pas bien coordonné avec les régisseuses de la Fondation Bonne Mère. On l'a vu en préparant, et ça nous a permis d'en discuter, et puis on s'est dit, est-ce qu'on le change? Mais non. Mais pour l'anecdote, c'est que tout était blanc, nos fonds de vitrine étaient blancs, nos cales étaient blanches, et les livres de la collection de la Fondation Bonne Mère, les présentoirs, les seclages, étaient noirs. Et on s'est dit, on aurait dû, moi j'ai regretté ça, mais on aurait dû les laisser en blanc pour qu'il y ait une unité. Et c'était dommage parce que les livres, la présentation changeait, et aussi visuellement, ça faisait des marques noires. Donc on a essayé comme on pouvait de donner un peu cette présentation. On aurait pu vraiment les faire en blanc, c'était pas un problème, mais on aurait aimé tout passer en blanc, parce que ça aurait fait une unité aussi. Et dans les difficultés qu'on a, vous parliez tout à l'heure, Marcella, de est-ce qu'il y a dans les présentations des difficultés comme ça qu'on peut croiser? Ben, celle-ci, ce n'est pas une difficulté, mais on aurait pu écraser ça par juste cette présentation-là. Elle était un marqueur, et moi, je trouvais dommage. Alors après, c'est pas grave du tout, mais ce genre de petites choses raconte aussi autre chose. Donc on aurait aimé faire. C'est évidemment une anecdote, mais en réalité, je trouve que ça marquait un peu trop les documents de Bonne Mère, qui pourtant nous avaient traité ces choses-là, et on voit bien sur les feuilles de Newton au début, on les mettait tout à plat, et c'était exceptionnel d'avoir ces choses-là, mais pour ma part, je l'ai vu comme une petite erreur de narration, de dire quelque chose, alors qu'on voulait dans un espace qui est petit, hein. Nous on a une salle d'exposition qui fait 5,50 mètres de large par 35 mètres de long. Donc c'est un couloir, quoi. Merci, merci.
Là, il y a une histoire qui se raconte. Parfois, on met des cimaises pour bloquer le regard, etc. Là, dans cette exposition-là, en l'occurrence, on montrait tout d'un coup. Et cette unité-là, elle était, je trouvais, entachée. Alors, c'est très peu de documents, en réalité, sur les imprimés qui ne pouvaient pas être ouverts plus, mais vous voyez, c'est un détail, c'est vraiment pas une difficulté. Il y a des plus grandes difficultés. Transporter, exposer des manuscrits aussi rares que cela est précieux. Il y a l'hygrométrie, la température, le mix. Il y a des choses très techniques qui sont des difficultés parfois. Mais quand on a l'habitude et quand on a les moyens des musées ou de travailler, et puis surtout avec un partenaire comme la Fondation Bonne Mère qui nous y a autorisé, évidemment, toutes ces choses-là sont vues. Et puis après, on peut exposer tranquillement. Mais c'est des petits détails comme ça qui, bon, on aime bien y être attentif. Là, ici, je vous le dis comme un aveu et on le gardera entre nous. Oui, puis je pense aussi à une autre difficulté qui vient avec le fait d'exposer le livre. Donc évidemment, c'est cette volonté qui vient souvent des visiteurs qui souhaiteraient feuilleter le livre, le parcourir, avoir un temps de lecture plutôt que juste de pouvoir les regarder. Et là, je vais me permettre peut-être d'évoquer un cas qu'on a eu à la Wittokiana, qui était celui de l'exposition, alors de deux expositions en réalité, une qui s'appelait Touching Moving Reading Books, qui essayait de répondre à cette question de comment exposer le livre sans le cantonner à la vitrine, disons, et puis une autre qui s'appelait Design a Book, où là, les livres étaient déposés vraiment sur les tables et où tout le monde pouvait les feuilleter, mis à part quelques livres uniques, quelques reliures qui étaient donc sous vitrine. Et ces deux livres ont assez fort changé le rapport des visiteurs au musée. Donc, on part d'un musée qui a été fondé par un bibliophile, donc d'une collection aussi bibliophilique, de livres rares, de livres précieux. Disons qu'on a eu d'abord du mal avec la première exposition Touching Moving Reading Books à indiquer aux gens ce qu'ils pouvaient toucher ou non. Et donc, comme vous voyez sur cette photo, on a dû mettre pendant l'exposition des petits pictogrammes qui indiquaient aux gens s'ils pouvaient toucher, lire les livres, parfois même en prendre un avec eux, comme on voit ici sur cette photo en bas à droite. Et tout doucement, on voyait que les gens commençaient à se sentir très à l'aise dans l'espace muséal et à toucher à tout. Et donc, on s'est retrouvé avec des problèmes où les personnes montaient après dans d'autres salles. Et puis, on a par exemple une sculpture de Pierre Alechinsky qui représente un livre. Et donc, les gens arrivaient et mettaient leurs mains directement sur la sculpture. Donc, il y avait une espèce de barrière qui était cassée à partir du moment où on commençait à feuilleter des objets exposés. Et puis, on avait une autre anecdote aussi par rapport à cette exposition qui est celle du, je ne sais pas si vous voyez, il y a une table d'exposition au milieu ici dans la salle. Et alors, dessus est posé un petit livret noir qui est un livret de Robert Filliou, donc qui s'appelle Poème collectif. Et donc, l'artiste qui avait posé ce livret, c'était un fac-similé qu'il avait fait remplir par différentes personnes et il souhaitait qu'on puisse le feuilleter. Et puis, en plein milieu de l'exposition, quelqu'un l'a emporté parce qu'on ne savait plus très bien ce qu'on pouvait prendre, ce qu'on pouvait toucher. Donc voilà, il y a ce rapport aussi qui a été modifié à l'espace muséal parce qu'on pouvait feuilleter le livre. Donc j'ai l'impression que le statut du livre est tout à fait différent dans une exposition. Enfin, vous allez me dire, c'est évident, mais c'est aussi le rapport à l'espace qu'il expose qui change quand on peut commencer à le feuilleter. Bref, tout ça pour revenir à cette question des astuces, des ruses que vous avez évoquées, Christophe, pour montrer les livres. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous aviez des dispositifs alternatifs pour montrer des livres qu'on ne peut pas laisser feuilleter par les personnes? Quels sont ces dispositifs auxquels vous auriez pensé? Oui, effectivement, je peux peut-être tenter de vous montrer une image de la salle d'exposition, enfin du dispositif exposition de Bodmer. Comme ça marche, vous l'avez? Oui. Voilà, donc vous voyez que c'est plus sombre que vos deux espaces blancs, mais donc effectivement le contraste noir-blanc. Et puis, ce que je voulais juste vous montrer aussi, ça c'est le Facility Report, voilà, un document qu'on utilise quand on veut
emprunter des documents. Et il y a cet objet-là qu'on présente comme un des éléments qui est censé rassurer les prêteurs, c'est que c'est ces supports FY, comme on les appelle, qui ont un socle lourd et puis qui sont aimantés et qui permettent d'ouvrir dans n'importe quel angle à peu près de l'ouverture complète jusqu'à la quasi-fermeture, et puis qui permet un angle aussi de présentation très, très souple et vraiment presque, on peut presque exposer le livre dans n'importe quelle position grâce à cela, et ça c'est un élément qui sans doute permet de diversifier les présentations, aussi les hauteurs, comme vous voyez ici dans cette vitrine. Et voilà, mais évidemment qu'il y a aussi ces contraintes, le poids du livre, généralement l'angle d'ouverture est indiqué par les conservateurs. C'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure les commissaires d'exposition, ceux qui veulent raconter une histoire avec ça, qui ont plein de bonnes idées, les scénographes qui ont plein d'autres bonnes idées pour rendre tout ça particulièrement attractif à l'œil. Et puis, il y a toujours ces personnes qui viennent doucher toutes ces bonnes idées, c'est les conservateurs, conservatrices ou restaurateurs, restauratrices, qui viennent nous dire « Ah oui, mais ça, c'est pas possible. » Ben non, forcément. Oui, mais celui-ci, il faut le restaurer avant, ça va coûter tant, etc. Et donc, il y a évidemment toute cette partie souterraine qui fait que on ne peut pas toujours faire l'expo qu'on rêve avec les pièces qu'on rêve, parce qu'il y a parfois des contraintes qui sont assez contraintes. Ou typiquement, dans une vitrine comme celle-ci, certains prêteurs nous disent « Oui, vous pouvez, mais il faut tourner la page après 6 semaines. » Si l'expo dure 8 semaines, ou 2 mois, 3 mois, ça veut dire qu'on doit ouvrir la vitrine pour pouvoir tourner les pages. Mais s'il y a un prêt dans la même vitrine de quelqu'un qui a dit qu'il fallait que l'ouvrage soit mis en vitrine et la vitrine scellée en présence d'une personne de l'institution prêteuse, on ne peut pas s'amuser à rouvrir la vitrine. Vous voyez, genre de petites astuces, enfin petites questions qui complexifient un peu les choses. Mais donc, plutôt pour revenir à votre question, vous apercevez ici quelques-uns de ces dispositifs alternatifs. Alors, le premier dispositif alternatif, je veux dire, pour faire parler les livres, entre guillemets, au-delà des 2 pages qu'on aperçoit à travers la vitrine, le premier dispositif le plus évident qu'il y a partout, c'est les cartels. Ici, Translatio Studiorum, on a droit à une dizaine de lignes maximum pour expliquer à peu près la signification de cette configuration qu'on a avec ce syntagme de livres dans une vitrine, pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter tous ensemble. Et c'est une version très, très, très résumée. Et là, typiquement, à la Fondation Bodmer, il y a vraiment une sorte de doxa qui consiste à éviter autant que possible de surcharger de texte l'espace muséal lui-même, les vitrines ou les panneaux. Donc, de temps en temps, on a droit à une petite fiche de salle, mais ça doit rester très limité. On a ici, vous apercevez aussi une autre rue, c'est les fonds de vitrine qui permettent de mettre peut-être une autre page d'un livre exposé ou de donner une autre dimension à ce qu'on ne peut pas voir directement dans le livre. Et puis ensuite, il y a les dispositifs qui consistent qui sont de l'ordre de la médiation au sens large, c'est-à-dire évidemment d'abord le catalogue et les audio-guides qui permettent, eux, de raconter l'histoire de façon beaucoup plus approfondie, en entrant beaucoup plus dans les détails, mais dont on sait bien que ce sont des objets que certains visiteurs consultent spontanément et qui ne peuvent pas envisager de ne pas prendre avec eux pour la visite, alors que d'autres, au contraire, préfèrent s'en passer. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout avoir d'audio-guide, qui n'aiment pas du tout regarder le catalogue avant et qui donc entrent dans une exposition comme celle-ci avec la volonté d'être sans a priori, sans guide, et puis de recevoir les choses comme elles se donnent. Et là, c'est pas très évident d'arriver à parler aussi à ces gens-là en leur racontant quelque chose sans ces supports-là. Et puis, je voudrais peut-être évoquer, juste pour l'anecdote, mais un dernier support qui est sans doute de plus en plus en vogue et de plus en plus discuté, en tout cas, c'est les supports numériques qui permettent, alors pour le coup, de feuilleter, mais virtuellement, certains des ouvrages. Et notamment à la Fondation Bodmer, on s'est doté de 2 tables numériques, qui sont de grandes tablettes de mètre sur 1 à peu près, dans lesquelles on peut mettre tout et n'importe quoi, de façon souvent très interactive, assez ludique. Et donc, un certain nombre de ces livres en vitrine peuvent être feuilletés sur ce dispositif-là, qui est une façon, sans doute, de donner accès à plus que ce que le livre nous offre dans la vitrine, mais qui présente aussi un biais qui est d'attirer l'œil, peut-être, du côté de la vitrine, du côté de la table numérique plutôt que de la vitrine. Et là, je vous montre une petite image aussi, à titre tout à fait anecdotique. C'est la médiatrice culturelle qui m'a envoyé ça, parce que je lui ai parlé de cette question-là. C'est... Attendez, je le trouve... je vais mettre mon écran comme ça. Ça devrait marcher. Est-ce que là, vous voyez l'image? Oui.
Voilà, donc ça c'est une exposition sur les routes de la traduction. Voilà, la médiatrice qui recevait un groupe de scolaires. Il y avait un écran qui projetait une question sur la traduction en langage des signes, une petite vidéo très intéressante. Évidemment, tous les enfants immédiatement se précipitent vers cette vidéo. Et puis certains commencent à toucher. Je ne sais pas s'ils pensaient que c'était un écran tactile. Alors la médiatrice a coupé, et voilà, plus rien. Et donc du coup, bon, les enfants se trouvent un petit peu tout désemparés. Mais c'était le moyen de les tourner vers les vitrines et de leur montrer les vrais livres et pas seulement leur variante numérique. Voilà. C'est juste pour l'anecdote, mais c'est une façon de dire que c'est un vrai enjeu, je pense, pour la médiation culturelle, notamment par rapport au public jeune, mais pas seulement, d'arriver à trouver le moyen d'utiliser ces supports, que ce soit des tablettes individuelles qu'on peut donner aux visiteurs, ou justement ces grandes tables interactives, de donner une plus-value à l'exposition, de donner accès à des éléments qui sont vraiment, qui apportent vraiment quelque chose, mais de ne pas pour autant couper le rapport avec l'objet matériel qui reste quand même au cœur de l'entreprise d'exposition, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à négocier. Donc je dirais que tous ces moyens, ce sont des moyens qui sont assez nombreux pour qu'on ait vraiment de quoi faire, mais pour chaque exposition, c'est un équilibre qui n'est pas évident, et à la Fondation Bodmer, on a souvent le reproche que c'est une exposition qui est trop pointue ou qui est pour initier, parce qu'on n'arrive pas à raconter une histoire sans l'accompagnement d'un guide, par exemple, ou sans les audio-guides qui permettent à ce moment-là d'entrer dans quelque chose, mais les livres ne parlent pas d'eux-mêmes, et c'est vrai que c'est une difficulté qu'on a quand on renonce à faire quelque chose de très fléché, de très didactique. Trouver cet équilibre, c'est un vrai défi, je pense, pour chaque commissaire d'exposition. Tout à fait, particulièrement aussi cette notion d'interactivité que... Enfin, récemment, j'ai eu une question d'une personne qui voulait ramener ses enfants dans une exposition et qui me disait « Mais oui, mais est-ce que l'exposition est interactive ?» Et je dis bah, « Oui, parce que tous les livres sont sur table, donc vous pouvez interagir avec les livres, vous pouvez tourner les pages. » Il m'a dit « Ah non, je voulais dire, est-ce qu'il y a des écrans tactiles ?» Donc c'est vrai que cette question d'interactivité, elle n'est pas toujours évidente, particulièrement face à un public jeune, mais pas seulement. Alors, il me semble, Pierre, que vous aviez aussi eu des moments de confusion de la part du public par rapport à cette interaction avec les choses exposées. On en a eu plusieurs, oui, bien sûr. La dernière fois qu'on a essayé je dirais presque la première fois, il y a peu de temps, on a travaillé avec justement un feuilletoire numérique. C'était pour l'exposition consacrée à la rage d'écrire, et on présentait 2 carnets de Flaubert, de Gustave Flaubert. C'était pour l'année de Flaubert. Et on s'est dit, c'est dommage de ne laisser justement que juste la page souhaitée, ce qui était un peu difficile parce qu'on savait que les gens allaient venir voir l'exposition, allaient voir les carnets Flaubert. Le sous-titre est très de Flaubert à Peter Hanke, donc forcément, il y allait avoir Flaubert. Et on est en Normandie, donc Flaubert, je ne dis pas, touche plus que les gens que par ailleurs, mais on savait qu'il y aurait cette envie-là de pouvoir feuilleter. On l'a essayé, on a mis un feuilletoire, et ça n'a pas du tout été une catastrophe, mais ça a été déjà difficile à mettre en place techniquement parce que c'est relativement cher, un feuilletoire. Si on ne veut pas que ça prenne une place immense parce qu'on veut que ça reste dans les proportions de ce que nous on présentait, justement, c'est-à-dire des petits carnets, des choses pour ne pas avoir une table, c'était notre volonté là. Donc on avait 2 petits feuilletoirs qu'on avait transformés, c'était des tablettes numériques qu'on transformait pour pouvoir les feuilleter page à page. Donc régulièrement, il fallait faire attention qu'on ne soit pas sorti du feuilletoire, parce que tout d'un coup, on pouvait se retrouver sur l'interface classique et c'était très pénible. Donc, il y a des enfants qui pouvaient aussi, les plus malins, dessiner sur le feuilletoire parce qu'ils avaient compris comment ça fonctionnait. Et donc, on avait 2 fois une fois toutes les 2 semaines, on remettait les images propres parce qu'on se disait que quelqu'un pouvait, si quelqu'un avait compris, il y en a qui l'ont compris, accéder au crayon, etc. Donc, remettre des choses. Donc, on n'avait surtout pas envie que ça se passe comme ça. Donc, on s'était dit, bon, on va essayer, puis on va changer. Et c'est arrivé. On a vu un enfant qui était très intéressé, un adolescent qui était très intéressé par Flaubert. En réalité, il s'amusait à copier l'écriture. C'est pas dramatique, mais c'était assez bien de rajouter des choses. Et en réalité, notre public n'est pas vraiment, là pour le coup, intéressé par cet objet-là. C'est-à-dire qu'on a vu quand même que ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas un intérêt particulier pour ça. Est-ce que justement, parce qu'on raconte notre histoire et donc on présente une page, on indique que c'est celle-ci, évidemment, il y en a d'autres, évidemment qu'on sait qu'on peut les tourner, mais est-ce que l'histoire qu'on raconte, est-ce que la manière dont les présenter, vous aviez parlé, Marcella et puis Christophe,
l'accompagnement. Nous, on a des médiateurs qui sont là à l'entrée, qui discutent avec les gens quand ils arrivent, qui présentent rapidement l'exposition, sans trop insister. On donne toujours un livret d'accompagnement de l'exposition, un livret qu'on essaie d'augmenter, de cartels, pas des cartels, parce qu'on a besoin des cartels dans les vitrines, mais de l'histoire qu'on va raconter, d'accompagner ça. Donc, on a essayé ça, les tables, enfin, c'est pas des tables, c'était des tablettes. Ça n'a pas été très concluant. Peut-être qu'un jour, ça sera nécessaire, absolument nécessaire de les avoir, mais là, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc oui, peut-être qu'un jour, on va le refaire. Ce n'est pas pour la prochaine non plus, on verra. Si ça doit trouver une utilité pour raconter ce qu'on veut raconter, oui, on va le faire, mais là, ça n'a pas marché. Après, on a trouvé d'autres solutions, un peu comme vous, Marcella. Je vois l'exposition, les titres courants. Si vous voulez bien, il doit y avoir la photo 2, où on a, si vous voulez, Marcella, vous devez l'avoir peut-être, cette photo-là. Alors, donc, je n'ai pas les titres sous les yeux. Non, passez, encore. Ça va être après. Je vais vous envoyer plein de photos quand même. Voilà, c'est celle d'après. Encore. Voilà, celle-ci, celle d'avant. Celle-ci, sur la longue table. C'est donc une exposition dont le commissariat a été assuré par l'artiste Yann Serrandour, une exposition qu'on menait avec les FRAC Normandie. Et sur la table, il y avait des livres d'artistes, donc on présentait des livres d'artistes et on a trouvé intéressant de mettre à disposition les livres d'artistes au-dessus. Donc on avait le livre d'artiste en dessous et puis au-dessus comme une réalité augmentée. Je ne sais pas si on n'a même pas pensé comme ça, mais j'ai l'impression que ça fait ça. On pouvait prendre le livre qui était juste en dessous. Et on veillait à ce qu'à chaque fois, on replace bien le livre au bon endroit sur la table. Et donc, on avait l'impression de pouvoir prendre le livre qui était dans la vitrine. C'était un petit effet, mais ça, par contre, ça a bien fonctionné parce que c'était finalement dans la littérature de l'exposition, dans ce qu'on y racontait. C'est-à-dire qu'on présente des choses et puis si on zoome un peu dedans, on voit que les livres, on voit un livre vert qui est exposé, un livre rouge. Et donc, ceux-là, on pouvait les consulter. Là, ça, pour le coup, ça a beaucoup mieux fonctionné. Donc, on ne peut évidemment pas le faire avec les carnets Flaubert. Mais est-ce qu'on devrait mettre un facsimilé? Je ne crois pas, en fait. Je crois pas. Là, ça a fonctionné parce que les livres d'artistes pouvaient être pris comme ça. Ce n'était pas des pièces uniques. Et ça a bien fonctionné. Merci. J'ai encore plein de questions, mais je vois que l'heure avance, donc je vais peut-être ouvrir les questions au public. Donc, y a-t-il des questions dans le public? Je vois David qui a une question. C'est une question pour vous inviter, Christophe, à prolonger ou à expliciter une chose que vous avez dite en passant à propos de la quantité délibérément réduite de textes de salles que vous avez à la Fondation Bodmer. Vous avez dit que c'était un parti pris, mais quelle est la raison de ce parti pris? Bonne question. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Je me souviens qu'effectivement, je me souviens d'avoir vu le directeur de la Fondation Bodmer, Jacques Berchtol, qui revenait d'une émission à la Fondation Michalski et qui me disait, je ne citerai pas quelle était cette exposition, mais une collègue, une exposition que personnellement j'avais beaucoup aimé. Oh, beaucoup trop de textes, on est saturé, on n'a que des explications, c'est didactique. Je pense que c'est la crainte du didactique. C'est l'idée quand même de donner à l'objet la première place et pas au discours d'encadrement. Voilà, je vous avoue que j'en ai un peu fait les frais avec l'exposition dont j'ai été commissaire sur Wagner, Claude Coste, vous vous en souvenez peut-être. Je me souviens que j'ai effectivement eu une certaine remarque de personnes qui sont entrées dans l'exposition comme ça, en ne souhaitant pas d'accompagnement, alors que moi j'avais fait pour chaque vitrine un petit texte qu'on pouvait écouter, qui racontait l'histoire, à partir de pourquoi ces pièces-là racontaient quelque chose ensemble, qui ont essayé de faire sans et puis qui sont ressortis avec tous les clichés possibles sur Wagner en tête, que j'avais essayé savamment, scrupuleusement de contourner sans les éviter, enfin sans les écarter tout à fait, mais de prendre de façon plus intéressante. Et ça n'avait pas du tout marché. Donc je me dis, oui, certaines personnes qui refusent ce discours d'encadrement n'entrent pas dans le processus qu'on essaye de mettre en place quand on reçoit Non, c'est comme pour toute chose, et certainement plus dans une expo, quand on lit un livre, c'est on peut avoir du texte, mais si on n'a pas envie de les lire, on ne les lit pas.
C'est ça, et c'est difficile de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, ceux qui ne veulent pas lire mais qui savent beaucoup de choses, ceux qui ne veulent pas lire mais qui ne savent rien et qui entrent avec leur instinct pur, ceux qui savent lire et qui veulent toutes les informations complémentaires. Donner quelque chose à tout le monde pour que chacun sorte satisfait, c'est quelque chose qui est vraiment... Et puis, avec la distribution de la quantité, de la teneur des discours, entre s'il y a un livret qui accompagne, même si ça se fait plus trop, s'il y a ce qu'on met dans le catalogue, ce qu'on n'y met pas, enfin parfois c'est une jonglerie difficile. Mais je me demandais voilà si c'était si ça s'était instauré dans le temps, si ça a été une prise de position dès le début au niveau de l'institution. Voilà, au fond, je peux poser la. J'ai pas vu toutes les expos du lieu de l'archive, hein, Pierre, mais j'ai au moins vu Mregen, Alberola, Singulier aussi. Dans mon souvenir, c'est plutôt des expositions où là aussi les cartels sont pas, vous en faites pas trop quoi. Et j'ai l'impression, vu le systématisme du n'en faire pas trop, que c'est assez délibéré aussi. Oui, oui, tout à fait. Et aussi parce que ce qu'on présente, c'est pas là. Ce qu'on présente parfois peut être petit, tout petit. Ça peut être un demi assise. Donc c'est tout petit. Si on fait des cartels trop gros, on perd complètement la vue de l'objet, de ce qu'on veut présenter. Donc il y a ça aussi qui joue. Dernièrement, on a fait une exposition comme ça à l'extérieur où il y avait des œuvres. Il y avait des œuvres présentées. C'était des œuvres picturales, donc avec des cartels. Et les mêmes cartels, la même graphie, la même dimension du cartel étaient en vitrine pour les documents. Et on avait des documents qui étaient 3 fois plus petits que le cartel présenté, avec une typo beaucoup plus petite. Donc, ça, c'est très important et on y veille à chaque fois. On est toujours en train de se demander si on peut augmenter ou baisser d'un point la dimension de nos cartels. Parfois, et ça, c'est une chose qui est importante pour nous, pour faire disparaître justement cette dimension des cartels ou ce texte qu'on apporte, il arrive assez souvent qu'on imprime le fond des vitrines avec nos cartels. C'est-à-dire qu'on imprime nos cartels sur le fond des vitrines pour faire tomber une espèce de petite épaisseur qui peut exister, juste pour enlever au maximum le détail, pour laisser une feuille se courber un peu ou à vite se poser, et qu'on n'ait pas ce petit ajout de cartel sur le papier plume qui prend un peu d'épaisseur, et puis il est mal coupé, le biseau n'est pas bien fait, etc. Donc ça peut très vite pas être très beau déjà, et puis prendre une place qui est beaucoup trop importante pour ce qu'on veut présenter, parce que si dans la narration, vous parliez de Valérie Mregen, c'est le plus qu'on ait pu faire avec Valérie Mregen, c'est qu'on a mis, si vous vous en souvenez, David, si vous l'avez vu, cette exposition, les cartels n'étaient pas en vitrine. C'était la seule fois où on l'a fait, on a essayé. Valérie Mregen elle a travaillé sur l'infraordinaire avec son exposition, et donc elle a rassemblé des éléments de divers fonds. Elle en a raconté une exposition, une exposition en vitrine, il y avait un thème qui était abordé. Elle a raconté une histoire avec les 3 documents présentés, 3 ou 4 ou 5. Et au fond de la salle, seulement au fond de la salle, il y avait le détail de chaque cartel. C'est très risqué. Là, en plus, c'était pas de ce que m'en avait dit Nathalie Léger, c'est que c'était même plus radical que ça, parce que ça venait pas de vous, le caractère réduit, c'était Valérie Mregen voulait mettre rien du tout. Et c'est là, c'est l'institution qui a manifestement lui a dit peut-être quand même pas à ce point-là. On va devoir faire quelque chose, mais c'est là où je vous disais que c'était une carte blanche. Pour nous, elle était très, très forte, celle-ci. Mais on a accompagné jusqu'au moment où on disait non, on doit absolument désigner ce qu'on met quand même en vitrine, de quel fond ça vient et qui l'a écrit. Mais c'était intéressant de voir que, et cette exposition-là a fonctionné parce que tout le monde nous a dit mais vous vous rendez compte, vous mélangez. Et donc ça a fonctionné parce qu'il y avait au fond de la salle d'exposition quand même quelque chose. Effectivement, là, le lieu, l'institution a dit non, on va être obligé de le faire. C'est comme ça. Mais on a trouvé la manière de montrer ça et la manière de montrer ces cartels. C'était un mur de 3 mètres par 3 et on a placardé dessus un plan de la salle avec les différentes vitrines et avec le renvoi sur chaque objet présenté. Dans quelle mesure, je me permets de continuer parce que c'est vraiment dans la continuité, parce que là vous avez tous les deux, me semble-t-il, insisté sur des enjeux plastiques, c'est-à-dire de taille de la police, de taille du texte, mais
est-ce que dans les considérations qui vous amènent à vouloir réduire autant que possible, ou l'institution à vouloir réduire autant que possible les textes d'accompagnement, disons, est-ce qu'il y a la prise en compte du fait que c'est déjà quand même pas mal de textes que vous allez présenter, et que pour peu que les lecteurs décident, alors peut-être pas de tout lire, mais d'en lire beaucoup, ça en rajoute une couche et que ça devient peut-être démesuré en termes de quantité de lecture à se farcir. Mais je ne sais même pas si c'est une considération, parce que spontanément, vous avez plutôt parlé des enjeux plastiques, le fait que ce soit écrasé, que les documents sont petits et que du coup, voilà, que c'est des questions de taille en fait. Mais voilà, je me pose cette question subsidiaire. J'ai pas l'impression que spontanément, la plupart des visiteurs, visiteuses iraient lire vraiment les contenus des ouvrages exposés. De temps en temps, pour ceux qui les intéressent particulièrement, ils vont essayer, mais de toute façon, on sait que c'est frustrant, on va s'arrêter au milieu d'une phrase, on ne pourra pas aller plus loin, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment deux types de dispositifs textuels qui ne sont pas directement en rivalité. Par contre, là où il y a une rivalité, de nouveau, tout à l'heure, j'évoquais les scénographes et commissaires qui faisaient front commun contre les restauratrices qui leur disaient non. C'était une des topiques un peu caricaturales. Une autre, c'est le commissaire d'exposition qui est un universitaire et qui a envie d'expliquer plein de choses pour qu'on comprenne tout bien. Et puis, le scénographe ou la scénographe qui est un artiste et qui dit non, 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 stop, on arrête, on met quatre choses maximum dans cette vitrine. Oui, mais ce serait super intéressant de mettre ça. Je ne veux pas le savoir, il faut juste que ça soit frappant. Pas plus d'objets, pas trop de texte. Et donc là, il y a aussi alors bien sûr que je caricature un petit peu, mais il y a aussi une polarité entre les enjeux explicatifs et les enjeux visuels qui entrent en ligne de compte. Ouais. Après, chaque institution a sa ligne de conduite par rapport à ça, c'est sûr. Oui, mais c'est un équilibre. Après, il faut choisir dans l'équilibre. Après, il me semble que c'est pas caricatural, c'est toujours un équilibre. Mais il me semble aussi qu'il y a un enjeu enfin, une peur de surdétermination. Enfin, et là, je pense plutôt aux artistes qui exposent. On parlait de livres d'artistes tout à l'heure brièvement, mais dans une exposition où les artistes participent à l'élaboration de la manifestation, j'ai aussi eu des craintes. Donc, je rédigeais les dispositifs de médiation. Pour le coup, c'était un livret du visiteur. Et les artistes m'ont dit, oui, mais bon, il ne faut quand même pas que tu donnes ton interprétation de mon œuvre. Et c'est absolument légitime, évidemment. Et en même temps, c'est l'exposition où on a peut-être mis le moins de médiation, et on a eu des retours des visiteurs disant, mais c'est quoi ces jeux loufoques avec le livre? On ne comprend rien. Quelqu'un a vraiment laissé un commentaire pareil sur notre site internet. Et donc, comme vous disiez, c'est une question d'équilibre, mais il est vraiment pas facile à atteindre, cet équilibre. Oui, mais je pense que c'est aussi un équilibre entre médiation et puis le champ libre de l'interprétation de l'œuvre par les visiteurs. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Je n'ai pas la vue sur l'ensemble du public. Non. Après, je peux peut-être ajouter une petite remarque ou anecdote par rapport à la question de ce que, là, j'évoquais la différence de point de vue entre le commissaire scientifique et puis la scénographe. Et évidemment, chaque personne qui vient visiter l'exposition a aussi ses attentes, sa façon d'aborder les choses. Et puis, il y a la question aussi de ce qui fascine les uns ou les autres, et notamment du prestige d'un livre qui est, à certains égards, tout à fait particulier, mais ces égards-là ne sont pas ce qui saute aux yeux à première vue. Quand on a un livre exceptionnellement grand, petit, illustré, ou un livre d'artiste, ou un livre annoté de la main de X ou Y, ça saute aux yeux. Mais moi, par exemple, une chose qui m'a toujours interpellé, c'est la question de l'édition originale. Par exemple, une question de bibliophile. Pour un bibliophile, il n'y a aucune commune mesure entre une édition originale et une réimpression de cette édition originale, ce qui, pour le commun des spectateurs, ne présente aucune différence à l'œil nu, surtout dans une vitrine, mais présente sur le marché du livre bibliophilique des différences extrêmement considérables en termes de coût et donc de valeur de l'objet. Et donc là, à ce titre, voilà, c'est dans les cartels de certaines pièces de la Fondation Godmer, je ne sais pas, prenons le
le fameux folio de Shakespeare, comme ça, il est nécessaire de préciser que c'est l'édition originale, qu'il n'y en a que X exemplaires, que la dernière fois qu'il s'est vendu, c'était à X millions, et que donc c'est quelque chose d'extraordinaire à ce titre. Ce qui, encore une fois, ne saute pas particulièrement aux yeux. Et du coup, l'anecdote que je voulais vous rapporter par rapport à ça, c'est ce que j'ai baptisé plaisamment le duel au coupe-papier, en faisant allusion à un duel entre Anatole France et le comte de Lille qui n'a pas eu lieu en 1891, mais ils se sont écharpés sur une histoire. Bref. Et les journalistes avaient baptisé ça le duel au coupe-papier, parce que lorsque j'ai travaillé sur le fond Faust, j'avais l'idée de mettre en valeur un certain nombre d'éléments, notamment les images, bien sûr, les cycles d'illustration, mais aussi des comparaisons de certaines scènes dans différentes traductions. Et mon idée, c'était de prendre le même passage dans un nombre considérable de versions. Et là, le bas a blessé, c'est que je me suis rendu compte assez vite que dans certaines éditions, les pages n'étaient pas coupées et que donc je n'avais pas accès aux scènes qui m'intéressaient. Qu'à cela ne tienne, me suis-je dit qu'on va les couper. C'est pas si simple, et c'est là que le duel des coupe-papier intervient. Le pôle restauration, en l'occurrence aussi incarné par le vice-directeur, qui est un bibliophile, entre autres, qui est aussi un érudit, mais le bibliophile était catégorique, on ne pouvait pas couper. Le directeur, qui lui est un universitaire, disait bien sûr, Martin Bodmer ne les a pas coupés pour des raisons tout à fait accessoires, il aurait pu les couper, et on peut tout à fait ouvrir. Finalement, on ne les a pas coupés. Mais voilà, donc, ça rejoint la question que je posais au début, est-ce que le livre, c'est surtout le porteur de quelque chose qui est dans le texte, ou bien est-ce que c'est un objet? Et à ce titre, comment traiter cet objet? Et typiquement, couper des pages ou pas, il semble que pour des bibliophiles, ça a aussi une différence considérable en termes de valeur du livre même. Voilà. C'est vrai que cette question de la numérisation est intéressante aussi parce que veut-on montrer quand on numérise un livre, particulièrement un livre qui a aussi une valeur historique au niveau de l'objet? J'ai vu par exemple que dans les numérisations de Faust du Bodmer Lab que vous avez mené, on voyait les plats du livre, donc les couvertures, et puis le dos aussi et la tranche étaient numérisés. Donc c'est très intéressant de voir que cette matérialité-là a été prise en compte alors qu'on donne aussi accès au texte du livre et qu'on pourrait se dire c'est une façon de contourner justement peut-être cette difficulté de montrer l'intérieur d'un livre dans le cadre d'une exposition. Je vais refaire un partage d'écran parce que j'ai pris en photo 2 pages du catalogue de l'expo sur Kafka à l'IMEC. Alors, comment est-ce qu'on... Voilà. Donc, ceci. Je trouvais ça intéressant de voir la photo de cette édition de Kafka qui appartenait à Gisèle Freund, si je ne me trompe pas, qui est vraiment reproduite. Enfin, la série de livres est reproduite pour montrer l'ensemble, de nouveau la matérialité de l'objet et pas le contenu. Alors que dans un catalogue, on pourrait, d'ailleurs les catalogues de Unique et Singulier le font, de montrer des livres ouverts sur plusieurs pages différentes, donc on a plus accès à davantage de contenu, disons. Et puis à côté, il y a aussi ce journal de Kafka dans sa première édition, et puis à côté, une édition qui avait été utilisée par... et là, je ne me souviens plus, je n'arrive pas à bien lire, mais enfin, sur laquelle quelqu'un avait travaillé. C'est Geneviève Bollem qui a travaillé dessus. Oui. En tout cas sur Kafka, je vois aussi. Donc c'est intéressant aussi cette mise en vis-à-vis des deux éditions, chacune portant une signification historique aussi. Est-ce que vous vous souvenez de pourquoi ces choix avaient été faits par rapport à ce catalogue? Sur la présentation de l'objet tel quel? Oui, bien sûr. Alors l'exposition, c'est donc Jean-Michel Alberola qui en était le commissaire. Et si vous voulez, j'ai 2 photos Expo Fleuve 1, 2, 3 et 4, si vous voulez les montrer. La 1 et la 2. Et, ça devrait être au tout début, à mon avis. Voilà. On est passé devant. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Il y en a une juste après. Voilà, celle-ci. Par exemple, dans cette exposition, donc Jean-Michel Alberola est arrivé à l'IMEC pour donc sa carte blanche et il nous a demandé de pouvoir travailler sur Franz Kafka, dont nous n'avions pas les archives. Et donc en explorant, en descendant dans les magasins, puisqu'on présente toujours les magasins à nos commissaires pour qu'ils voient à peu près ce qu'on y fait, ce qui s'y passe, comment les choses sont rangées, organisées, conservées. Il est revenu après avec une photocopie d'une nouvelle de Ballard
qui expliquait, dans mon souvenir, c'était il y avait une station spatiale et plus on avançait dans la station spatiale, plus moins on envoyait le bout, et puis au fur et à mesure de l'avancée, c'était l'univers qui se déployait devant nous. Donc c'était pour lui la même chose qui se passait à l'IMEC quand il descendait dans les fonds, c'est que plus on tirait sur un fil, plus on s'éloignait de l'objet, et en même temps on avait l'objet en main. Donc cette exposition-là, le fleuve, consacré à Kafka, c'était aussi pour Jean-Michel Alberola la manière d'expliquer ce qu'on y faisait à l'IMEC. Et donc d'expliquer aussi dans l'élaboration de ce projet et dans l'exposition, de montrer le travail qui a été fait autour de l'exposition, de la recherche documentaire qui avait été faite sur l'exposition, parce qu'il avait souhaité voir, c'était un principe qu'il nous avait donné, donc ça a été limité dans le temps, mais c'était suffisant pour sortir beaucoup de choses alors qu'on pensait ne rien ou ne peu avoir sur Kafka. En réalité, il y a plus de 700 items qu'on a sortis comme ça en quelques mois. Et au moment de tout réintégrer, la bibliothèque qu'on voit là sur la photo que vous avez, qui est sur la page, on voit que c'est un chariot. En fait, Jean-Michel Alberola a souhaité montrer le travail de recherche qu'on avait mené sur cette exposition. Donc évidemment, il y a beaucoup de livres en vitrine sur cette exposition-là. Et puis, il a voulu montrer la bibliothèque, notre bibliothèque du travail, sa bibliothèque de travail autour de Kafka. Donc, on a montré l'objet chariot avec les livres rangés dessus. C'est le chariot qu'on a ici aux collections, qui nous permet de transporter les boîtes et les imprimer. Et donc, voilà, il a voulu montrer cette matérialité-là, montrer l'objet autant que la recherche, autant que le sujet qu'il voulait faire. Donc, on retrouve ça évidemment dans le livre. Et dans le livre, si vous l'avez parcouru, comme vous l'avez fait, vous avez dû voir qu'il y a des pages roses dedans. Et donc, les pages roses reprennent chaque item qui a été sorti pour le travail documentaire. Donc, avec un cartel, tout est cartellisé, etc. Donc, on a repris sur le livre pour montrer l'objet livre, l'objet archive qui sort de nos fonds, tel quel. Et à l'intérieur de ça, Jean-Michel Alberola a raconté une histoire de Kafka, mais aussi l'histoire de ce qui s'est passé pour lui à l'IMEC. Et voilà. Donc, pour le coup, c'était l'une des expositions, celle de Jean-Michel Alberola et celle avec Gilles Tiberghien, une des expositions où on a montré le plus d'imprimés. Quand on avait discuté, Marcella, ensemble pour préparer ce rendez-vous, je vous ai dit qu'en réalité, nous, on sort peu de livres parce que ce qu'on montre, c'est le travail, l'élaboration, l'écriture. Puis en travaillant un peu, en retrouvant les photos, je me rends compte qu'on sort toujours des livres. Mais c'est ce que je vous disais, en fait, les livres, on ne les présente jamais de la même façon. Oui, jamais de la même façon. On avait discuté ensemble de l'exemple, je ne sais plus ce dont on avait parlé, du Silence de la mer de Vercors. Vous vous souvenez, est-ce qu'on avait parlé que le Silence de la mer de Vercors, on l'avait sorti il y a peut-être 10-12 ans maintenant pour une exposition qui s'appelait Archives de la vie littéraire sous occupation, qui était une exposition documentaire, où là, on sortait le livre comme preuve du travail de publication clandestine. Et je vous disais, je ne sais pas comment aujourd'hui, si un commissaire nous proposait de le sortir, de montrer ce livre, je ne sais pas comment on le montrerait, mais assurément pas du tout de la même manière que pour cette exposition documentaire. Donc un livre présenté de façon différente, on l'a dit tout à l'heure, pour une exposition temporaire ou permanente, évidemment, ça va pas être, je pense aujourd'hui que ça ne serait pas de la même façon dont on le présenterait pour une exposition temporaire ou permanente. Mais aujourd'hui, avec cette collection d'archives, comparé à une exposition plus documentaire, on ne montre évidemment pas, et on le sait, on ne montre pas un document de la même façon en fonction de... Il nous est arrivé de présenter des documents. Parfois, certains documents reviennent sur chaque exposition, donc on essaye de ne pas les mettre, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir montrer d'autres choses de la collection, mais parfois, d'une exposition à l'autre, évidemment, les documents reviennent, et évidemment, ils ne sont pas présentés de la même façon. Mais là, un livre, ben, ça change tout. En tout cas, pour Jean-Michel Alberola, c'était vraiment l'objet qu'il souhaitait montrer. Donc l'objet, sur nos livres, encore plus aujourd'hui, avec la collection de l'Ode d'archives, on essaie de montrer l'objet. L'archive, elle est épaisse, donc il y a une ombre. On travaille beaucoup les ombres dans ces livres-là, pour montrer l'épaisseur, pour montrer la matérialité des objets. Il y a une question de Fabien Dubosson. Oui, voilà, bonjour. En vous écoutant, il y a aussi une autre dimension qui me semble importante lorsqu'on expose peut-être des livres, et qui
donnent aussi une certaine aura, disons, aux objets exposés, malgré leur peu d'intérêt, par exemple, matériel, c'est bien sûr la présence du lecteur. Il me semble qu'à travers les livres, c'est bien sûr aussi un lecteur ou des lecteurs, ou des lectrices, bien sûr, qu'on met en évidence. Et je pensais juste à l'exemple d'une exposition qui avait été organisée, pas par moi, mais par un collègue de la Bibliothèque nationale suisse à Berne, il y a quelques années, autour de Lénine lecteur, donc les lectures de Lénine. Il se trouve que Lénine a vécu à Berne quelques années, qu'il a été un lecteur assidu de la Bibliothèque nationale suisse, enfin ce qui était à l'époque la Bibliothèque nationale suisse, qui était une petite institution, et à travers un certain nombre de fiches de lecture qu'on a retrouvées, en fait les fiches de lecture, les bulletins de commande, si vous voulez, de Lénine, on a retrouvé, en quelque sorte, on a pu recomposer ces lectures principales à travers voilà, les collections de l'ABN. Et l'un des intérêts de l'exposition, c'était bien sûr de mettre en évidence les intérêts très éclectiques et parfois surprenants de ce Lénine de quelques années avant la Révolution. Hein. Lénine quitte Berne en 1916 pour Zurich, donc on est vraiment... et ensuite, à partir de Zurich, on connaît son destin. Et dans ces ouvrages, il y avait bien sûr des ouvrages de politique, d'économie, mais parfois de pédagogie, enfin des choses assez surprenantes, des traités d'agriculture. Donc tout ça donnait à voir un lecteur, par-delà, disons, simplement les livres eux-mêmes qui étaient parfois d'un intérêt assez subsidiaire, mais c'est par le regard du lecteur et par ce regard du lecteur très particulier qui est Lénine, bien entendu, que les livres prenaient soudain un relief tout particulier. Et ma question, c'était, est-ce que cette présence du lecteur, dans vos expériences diverses, je m'adresse aussi bien à Pierre qu'à Christophe, est-ce que cette présence du lecteur, elle est aussi à l'horizon de vos différentes expositions? Enfin, comment vous l'intégrez d'une certaine manière dans vos façons, pardon, de présenter les livres? Alors, à la Fondation Bodmer, il y avait eu une exposition, alors je suis plus sûr de la date, mais ça doit être autour de 2012 peut-être, qui s'appelait Le lecteur à l'œuvre, qui était vraiment centré sur cette question. Alors, ce n'était pas un lecteur singulier ou avec l'idée de reconstituer son horizon intellectuel à partir de sa bibliothèque, ce qui est tout à fait passionnant dans le cas d'une figure comme Lénine, évidemment. C'était vraiment l'idée de réunir un certain nombre d'ouvrages en particulier qui portaient la trace d'une lecture. Alors, quelques pièces majeures de la collection Bodmer, c'est précisément des ouvrages importants de l'Antiquité, annotés par des personnalités majeures. On a Montaigne qui annote, je ne sais plus quel historien latin, on a un ouvrage parce que c'est plus tard, on a Racine qui a noté, alors très modestement, la poétique d'Aristote. On a quelques ouvrages comme ça où là on voit un lecteur qui n'est pas n'importe qui lit plus à la main. Donc là, oui, bien sûr, il y a cette dimension qui est très forte. Et puis autrement, c'est aussi beaucoup la question de thématiser plus ponctuellement la réception de certains textes. L'exposition récente sur Dante, par exemple, était vraiment centrée non pas sur Dante en tant qu'auteur, mais sur Dante en tant que figure tel qu'il a traversé l'histoire de la culture des siècles suivants. Et donc, c'est plutôt la lecture faite de ce massif qu'est Dante qui intéressait. Mais effectivement, il y a différentes modalités pour intégrer le lecteur et puis partir de la figure du lecteur pour construire ce parcours, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Si pas, alors je propose peut-être qu'on s'arrête là. Je passerai la parole à Camille pour la suite des événements, mais encore un tout grand merci, Christophe et Pierre, d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous. Est-ce que Camille a une question? Voilà, non, merci pas du tout. Mais je tenais aussi à remercier tout le monde. Merci pour cette table ronde, en tout cas. Grand merci. Je ne sais pas si je t'ai coupé, Marcella, si tu voulais ajouter encore quelque chose, non? Non, j'ai fini mes remerciements. Je te passe la parole. Parfait. Non, voilà, je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, je peux déjà annoncer la suite de notre séminaire après la pause d'été, disons. Je vais juste reprendre le fil de
des notes, voilà, puisque nous avons encore 2 séances qui s'intègrent en fait dans ce séminaire, dans le cadre de ce séminaire scénographie d'objets, exposition littéraire, avec une séance autour du numérique. On a déjà évoqué ici dans cette discussion particulièrement les dispositifs numériques, les supports numériques, tables tactiles, etc., les feuilletoirs, etc. Mais on a quand même voulu dédier une séance entière à ces questions-là. Et c'est notamment Jessica Dobideran qui nous fera une communication qui s'intitule « Présence et absence des objets numériques au sein des scénographies d'exposition littéraire ». Sa communication sera suivie donc aussi d'une table ronde avec les intervenantes suivantes, c'est-à-dire Marie-Sylvie Bittarel, directrice du Centre François Mauriac de Malaga, et Christelle Déré, qui, elle, alors, est scénographe en charge du projet La Digitale au sein de la maison natale de Jean Giraudoux à Bellac. Donc voilà, ça sera pour le 26 septembre. Et alors en octobre, c'est Marcella qui prendra de nouveau le relais. Le 24 octobre, elle nous fera une autre communication, cette fois-ci aussi sur l'objet livre, mais alors plus axée sur ses expériences, je pense, à la Vitopiana. Je ne sais pas si tu aimerais déjà lever le voile sur cette communication, Marcella. Si j'avais un squelette de communication, je l'aurais fait, mais à ce stade, je resterai mystérieuse. Voilà, bon, parfait, parfait. Ça, c'est donc les 2 prochaines séances après l'été. Mais pour le reste, alors peut-être que David, tu pourras en dire... Je peux en dire un mot, mais comme je vois que Benoît est toujours là, peut-être que du coup, tu peux, comme c'est toi qui es concerné directement au moins par les 3 séances dont tu vas t'occuper, peut-être en dire un mot pour tout le monde, et après je prendrai le relais pour considérer avec vous ce qu'on pourrait faire l'année prochaine, puisque toutes les séances ne sont pas encore occupées. Mais vas-y Benoît, à toi. Oui, tout à fait. Donc, le cycle duquel je m'occupe, qui est un cycle en commun avec Mathieu Le Tourneux et l'association LPCM, donc une asso de chercheurs et chercheuses en littérature populaire et culture médiatique, qui se concentrera sur la patronisation des cultures populaires et médiatiques avec 3 séances. L'une en novembre sur les archives de l'édition populaire. On accueillera à la KBR Mathieu Le Tourneux et Loïc Artiaga pour leur travail sur notamment les presses de la Cité et d'autres éditeurs d'après-guerre, et Virginie Cleysen qui est archiviste chez Editis, si je me souviens bien. Ensuite, en février, il y aura c'est ça, oui, mais il faut voir si sa participation n'est pas encore tout à fait confirmée. Et en février, il y aura une intervention sur les périodiques de jeunesse qui rassemble en fait 2 récents fonds donnés versés par des collectionneurs, des fonds de périodiques jeunesse, d'une part avant-guerre, l'autre part plutôt après-guerre, qui sont donc assez similaires sur les enjeux, mais plutôt de préservation archivistique, ce que ça implique pour la recherche, mais aussi qu'est-ce que ça dit sur la manière dont ces fonds de collection populaires se préservent. Et là, il y aura aussi un mix recherche et archiviste au niveau des interventions. Et enfin, la dernière séance sera le 24 avril 2024 à Leuven, en fait en conjonction avec l'exposition que Jan Battens organise sur le ciné-roman photo à la bibliothèque de Leuven. Et on accueillera donc Jan Battens, mais aussi Cécile Forel de Fred sur le ciné-roman espagnol. Donc une séance davantage axée sur tout ce qui est cinéma sur papier, on va dire.